Ok, donc salut Jérôme. Salut, merci messieurs. Merci de nous accueillir chez toi. On est là aujourd'hui pour t'interviewer, faire une entrevue avec toi, en savoir un peu plus sur ton parcours dans la musique irlandaise. On va se concentrer sur toi, aussi ce qui s'est passé à Rouen quand tu as commencé et quand tu as évolué dans ta pratique musicale. On va commencer tranquillement sur... Je vais te demander de te présenter. Donc je m'appelle Jérôme Fisset. Je suis un Rouennais, né en 60 à Rouen. J'ai vécu toute ma jeunesse à Sotteville. Donc on était plutôt basé... Mon apprentissage de la musique est passé par une approche estudiantine de mon frère qui avait des relations, c'était post-68, donc dans les milieux étudiants, il y avait pas mal de groupes de gauche qui se réunissaient. Dans ce milieu, il y avait un engouement pour ce qu'on appelait le revival. Alors toutes les musiques, c'était pas seulement la musique française, c'était musique française, musique anglaise, musique américaine. Et donc l'intérêt de la musique est venu par ce biais-là, par le biais estudiantin de mon frère qui a 10 ans de plus que moi. Donc moi j'étais tout gamin, j'avais 12 ans, et je commençais déjà à voir des gens qui s'intéressaient de près ou de loin à toutes les musiques traditionnelles. Donc j'allais te demander quand as-tu commencé la musique, donc ça se situe avec quel âge ? J'avais peut-être... Les premières approches, ça a dû être dans les années 72. J'étais très jeune et mon frère était copain avec des gens, ça parlera à certains, des gens comme Catherine Perrier, John Wright, Jean-Loup Bali, enfin des noms qui ont fait après des groupes comme Malicorne, Mélusine. Alors, tout ça traînait dans des milieux parisiens. Je me souviens de noms comme le Bourdon, c'était... Et donc on connaissait comment ces gens-là, mon frère les fréquentait, et on avait par ce biais accès à des connaissances de musiciens français ou étrangers qui traînaient un peu dans le milieu parisien ou voire normand, parce qu'ils jouaient pas mal aussi en Normandie. Si on se concentre un peu plus sur la musique traditionnelle irlandaise, c'est par ce biais-là que tu l'as découverte. Oui, en fait... on commençait... Alors moi, j'avais un très très bon copain. On était copains presque de maternelle. On a tout fait ensemble. Et moi, j'ai commencé à jouer de la guitare, bizarrement, en étant collé au collège. J'étais collé et j'avais eu la possibilité soit de faire des maths ou d'apprendre la guitare. Donc le pion qui nous surveillait, Christian Schlosser, m'avait donné la possibilité de commencer à apprendre la guitare. C'était un super guitariste, c'était un gars qui faisait du picking, et il jouait très très bien. Et il a commencé à me donner des cours comme ça, assez basiques. Et j'ai commencé à m'intéresser à la guitare par ce biais-là. Et Alain Herroir, mon copain, baignoire pour les intimes, lui avait essayé de faire de la guitare, mais c'était pas son truc. Alors donc on était deux, là, moi je me tâtais un petit peu, et lui, sans rien dire à personne, un jour, il a récupéré de l'argent et s'est acheté une cornemuse écossaise. Alors, on n'en savait rien, je sais pas pourquoi il s'est acheté une cornemuse écossaise, il avait vu ça devait être un magasin du style Mélodie Massacre, enfin c'était les musiciens, les magasins de l'époque. Et s'étant acheté une cornemuse, il s'est inscrit au cercle breton de Rouen, qui s'appelait Avelvor, je crois, si mes souvenirs sont bons. On faisait des répés à la piscine. Et petit à petit, moi, ça commence à me titiller. J'ai regardé, j'écoutais déjà des musiques qui ressemblaient de près ou de loin à tout ce mode celtique de musique. Et là, on a affiné de plus en plus. Et passant par la musique bretonne, musique écossaise, on est allé de plus en plus vers la musique irlandaise, qui correspondait plus à nos aspirations. Et on a découvert, mais petit à petit, un petit peu comme tous les gens de notre génération, on a découvert par hasard...
en écoutant difficilement des disques. C'était assez compliqué de trouver des disques. On a découvert des groupes qu'on connaissait absolument pas. Je me rappelle la première fois qu'on a écouté les Chieftains, pour nous c'était une autre planète, quoi. Est-ce que tu te souviens du premier enregistrement que tu as entendu? Non. Je pourrais pas. Non, parce qu'en fait, ça a joué sur pas mal de biais. En fait, c'est arrivé par plusieurs canaux. Comme je disais, avec cette mouvance folk, on a écouté des groupes comme Still I Span, par exemple, ou le Pentangle, qui s'approchent de près ou de loin à la musique irlandaise. Alors tout ça, ça a été un petit peu... Il y a eu des mélanges comme ça d'influences qui ont fait qu'on s'est intéressé à cette musique-là. Mais je pense pas qu'il y ait eu une découverte comme ça, soudaine. Ça s'est fait par plusieurs influences, plusieurs rencontres. La musique s'est faite aussi beaucoup par le biais des directeurs de la MJ de Sotteville qui étaient très actifs et qui nous ont beaucoup aidés. Et on a découvert des gens comme les Frères Desaunay, des gens comme ça, et qui faisaient bien sûr de la musique française, mais qui s'intéressaient aussi à d'autres musiques. Donc en fait, tout ça a été tout un tas d'influences, jusqu'à ce qu'Alain achète un Uilleann Pipes. Là, ça remonte à 77-78, et là, on était vraiment parti dans la musique irlandaise, du coup. Avant ça, c'était même 76. Quelles ont été tes inspirations à ce moment-là, en musique irlandaise? Quels sont les groupes ou les artistes, les musiciens, que, à leur écoute, tu as eu un déclic ou vraiment l'envie de jouer cette musique-là? Je pense que les premières influences, ça devait être des groupes comme les Johnsons ou les Sweeney's Men, avec Johnny Moynihan, Andy Irvine. Écoutant ces musiciens-là, on est arrivé après à écouter les nouveaux groupes qui se créaient, qui étaient Planxty, Bossy Bands, les Boys of the Law, dans un domaine un petit peu différent. Je pense que c'est ces groupes-là qui nous ont influencés. Alors, je pense que tout le monde de l'époque, on a été vraiment influencé par les deux groupes majeurs qui étaient Bossy Band et Planxty. C'était vraiment les deux groupes majeurs. Un petit peu plus tard, Dead Anan a amené une autre couleur à la musique, mais vraiment, on a été vraiment influencés. Et je pense qu'on est tous dans le même cas de cette époque-là. Je pense que la source d'influence a été vraiment ces groupes-là. Et puis après, des musiciens spécifiques. On s'intéresse, on regarde un petit peu plus. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de guitare, par exemple, de Paul Brady, qui était plus un jeu avec le soliste, plutôt qu'un accompagnement. C'est ça qui m'a toujours plus intéressé. Et en termes d'apprentissage de la guitare, quelles ont été, selon toi, les difficultés que tu as rencontrées? Toutes les difficultés, les accords, le rythme, ça a été étape par étape, comprendre... Ce qui est indispensable dans ces musiques-là, c'est de comprendre que c'est des musiques de danse. Donc le rythme, le swing, la couleur de la musique est très importante. C'est aussi important que la note elle-même. Bien écouter le soliste, ça c'est très important. On ne fait pas un accompagnement avec un instrument ou un musicien de la même façon qu'on va le faire avec un autre. À chaque fois, c'est différent. Il faut s'adapter à la façon dont cette personne... C'est de la parole, hein, c'est de la parole musicale. Donc il faut s'adapter à la façon dont l'instrumentiste s'exprime. Selon toi, toujours, combien de temps, combien d'années ça t'a demandé pour acquérir ce savoir autour de la musique irlandaise, de savoir comment accompagner, comprendre en fait cette musique-là? Selon toi, t'as mis combien de temps? Je dirais qu'il faut bien 4-5 ans quand même avant de prétendre comprendre un peu quand même. Puis après, on découvre tout le temps. Et heureusement, c'est pour tous les musiciens pareil. Hein. Je pense qu'un musicien de jazz te dira exactement la même chose. On apprend tous les jours. On revient sur ce qu'on a fait, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça quoi. Puis en plus, c'est aussi une question d'influence. Il y a des influences. On n'arrête pas d'être influencé, on n'arrête pas de changer sa façon de voir la musique. Et heureusement, c'est une perpétuelle évolution. Donc on évolue tout le temps. Mais disons que pour maîtriser, surtout certains rythmes qui étaient un peu compliqués, où il faut bien, je pense que raisonnablement, c'est pas déconnant d'attendre 4-5 ans pour avoir une maîtrise relative de l'instrument. Quand tu as commencé la musique irlandaise à Rouen, quel était l'état de la musique irlandaise à l'époque? À nos yeux, je dis bien à nos yeux, hein, on se trompait peut-être, mais à nos yeux, c'était inexistant. Donc, je commence avec Alain, mon frère faisait partie du groupe, on était 4, donc il y avait Alain, il y avait mon frère Lionel, il y avait un violoniste qui s'appelait Patrick Destrem, son frère a joué un peu avec nous de la basse, Philippe Destrem,
Disons qu'on était un peu en vase clos à faire notre musique, quoi. Alors on connaissait bien d'autres musiciens par le biais des MJ de Sotteville ou de Rouen-Gauche, mais vraiment en musique irlandaise, on avait plutôt l'impression d'être précurseurs, ce qu'on n'était pas du tout, puisqu'un jour, j'ai eu la visite d'un certain Jean-Marie Vermand-de-Lerme, qui m'a dit « Tiens, vous faites de la musique irlandaise, nous aussi, il serait bien qu'on fasse des choses ensemble ». On les a regardés, on s'est dit « Tiens... » Donc Jean-Marie, il était de Rouen? Alors eux, ils étaient plus, nous on était Rouen-Gauche. Ouais. Alors, pour les gens qui connaissent Rouen, ils vont bien comprendre. Nous on était Rouen-Gauche et eux étaient Rouen-Droite. Donc il y avait une frontière naturelle qui s'appelle la Seine. Et donc on fréquentait peut-être pas les mêmes endroits, on fréquentait peut-être pas les mêmes personnes. Et en fait, on était en parallèle, quoi. En fait, on faisait de la musique en parallèle. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'étais un peu surpris. Alors, on était beaucoup plus ouvert à une coopération musicale. Moi, j'étais un peu plus dubitatif. En fait, c'était une erreur, parce que ça a été que du bonheur de faire des choses avec eux. On s'est bien barré, on a fait... Mais en fait, voilà, c'était... Oui, en fait, on avait quand même l'impression d'être un peu en vase clos. On découvrait tout seul, on apprenait tout seul. Les accompagnements, tu me parlais tout à l'heure d'accompagnement, moi, j'ai pas eu de... on a tout appris avec les peu de disques qu'on arrivait à trouver, quoi. Suite à cette rencontre justement avec Jean-Marie, et peut-être qu'il y avait d'autres musiciens aussi, la rive droite, est-ce que suite à ça, ou même avant ça, il y avait déjà des sessions d'organiser, des rencontres? Ah, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de pub, déjà, c'était des bars. Hein. Je te parle des années 76, 77, ouais, je pense dans ces années-là. En 78, on a commencé à trouver... Alors, je me rappelle, on jouait dans un endroit qui était complètement improbable, c'était la crêperie de la Tour de Bar. Alors, le fils de la propriétaire, c'était un breton, et lui jouait de la contrebasse. Et il était passionné, donc il nous faisait, on jouait dans la crêperie de la Tour de Bar. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour faire, les premières sessions, je dirais que c'était certainement là pour nous, certainement dans ces endroits-là. Ouais. Petit à petit, on a eu d'autres possibilités, et c'est devenu beaucoup plus structuré, grâce notamment à un endroit qui s'appelait, c'était rue de Nessien, c'était un bar qui s'appelait l'Agora. Et eux, ils avaient une scène, ils faisaient plusieurs styles de musique. Mais le type s'intéressait à la musique irlandaise. Et après, avec Saint-Jacques, le groupe qu'on avait formé, on a pu jouer là-bas. Mais sans quoi, les sessions, c'était pas évident. Alors plus tard, avec Jean-Marie, grâce à Jean-Marie, je pense que c'est lui qui avait trouvé ça, il y avait un petit bar qui s'appelait, je crois, je ne sais plus s'il s'appelait le Scottish, je ne sais plus, c'était un bar dans une montée. Et, ça fermait à minuit, parce que les licences 4 à Mont-Saint-Aignan, comme on allait jusqu'à minuit, on ne pouvait pas fermer après minuit. Donc là, on jouait aussi. Mais non, il n'y avait pas beaucoup de bars où on pouvait jouer. C'était pas évident de faire des sessions. Il n'y avait pas un nombre très important de musiciens. Hein. On était toujours dans un comité assez restreint. Tu dirais combien? Une petite dizaine? Oui. Parmi ce peu de musiciens à Rouen, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont inspiré dans ton jeu? Ah oui, j'étais beaucoup inspiré par la présence extraordinaire d'Alain Herroir. On sentait que ce gars-là avait transpiré la musique irlandaise. Et ça, c'est quand même très plaisant quand on arrive à avoir une personne comme ça qui te cimente tes fondations musicales. Alors, c'est certainement pas des accompagnateurs, mais oui, des musiciens comme ça, oui, fortement. Ils étaient nombreux, les accompagnateurs, à part toi? À Rouen? Ouais, à l'époque, dans ces sessions-là, t'étais un des seuls accompagnateurs, ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Enfin, on n'était pas nombreux, non. Alors après, il y en a qui sont venus petit à petit, mais au départ, non, on n'était pas nombreux. En général, les gens préféraient faire du mélodique. Hein. C'est la première approche qu'on a envie de faire de la mélodie, avant de faire de l'accompagnement. C'est comme un peu dans les bagades. Moi, j'ai fait partie du bagade de Rouen, dans les bagades bretons. Le Graal, c'était de jouer de la cornemuse. Après, c'était la bombarde. Et ceux qui savaient pas trop jouer, on les mettait un peu à la batterie, quoi. Alors, ce qui est complètement scandaleux. Parce qu'un des instruments les plus compliqués, c'est bien la batterie écossaise. Moi, j'ai essayé d'y jouer, j'étais pas bon, et j'ai toujours admiré les gens qui faisaient ça. Donc, en fait, l'accompagnement, c'est pas toujours l'instrument vers lequel on va naturellement. Moi, j'y suis allé naturellement, j'ai préféré l'accompagnement dès le départ, mais en général, les gens préfèrent faire de la mélodie. C'est le but quand même recherché au départ. Donc non, on n'était pas très très nombreux à faire de l'accompagnement. Alors mon frère faisait un peu d'accompagnement, Christian
qui faisait du bodhran, faisait aussi de l'accompagnement. Enfin, donc, on était quand même quelques-uns. Est-ce que tu as participé ou initié des projets, enfin participé à ou initié des projets liés à la musique irlandaise à Rouen? Typiquement, monter un groupe, monter une asso, ce genre de choses-là? Non, bah, nous, on avait, comme je disais, on avait monté le groupe. Alors, je suis pas foutu de me rappeler comment il s'appelait ce groupe-là. Je pense qu'il s'appelait les Maringouins. Les Maringouins. Les Maringouins, c'est des moustiques, c'est le nom moustique des moustiques donnés par les Cajuns. Donc, tu vois, on avait déjà une influence un peu Cajun. Ce groupe-là, avec Patrick Destrem, Lionel, Alain et moi, on faisait de l'irlandais, mais on faisait pas que de l'irlandais. On faisait aussi de la musique. Lionel jouait du dulcimer, donc on faisait de la musique, des Appalaches. On faisait un peu d'écossais. Et après, on a formé le groupe Saint-Jacques Tower Fugitive. Et puis voilà. À part ça, non, j'ai pas initié des projets particuliers. Non. Est-ce que tu te souviens l'année de création des Saint-Jacques Tower Fugitives? Parce qu'on a parlé un peu avec Pierre Com et il nous a parlé de ce groupe, et il nous a parlé un peu des membres du groupe, mais pas de la date vraiment de départ du projet. Nous, ça nous intéresse. C'est vieux, ça. Je dirais, mais je peux me tromper, hein. Je dirais dans les années, je pense 77, quelque chose comme ça. Dans le groupe, il y a des gens qui ont beaucoup plus de mémoire que moi. Eux, ils vont se rappeler. Jean-Marie ou Dominique, je pense qu'ils seront beaucoup plus à même à te donner les vraies dates. Mais je dirais ça, ouais, ça me paraîtrait logique. T'as joué dans d'autres groupes non, après, non. Après, une fois qu'on a arrêté Saint-Jacques, j'ai continué à faire des sessions, à jouer avec tout un tas d'amis en Irlande, etc. Mais non, j'ai jamais refait de groupe. Par manque de temps ou vraiment par préférence pour la session? C'est-à-dire que moi, j'avais eu 2 activités professionnelles. J'ai travaillé dans un premier temps dans un labo, où on travaillait de nuit, donc déjà c'était un peu compliqué, on travaillait le week-end, et puis après, j'ai travaillé dans le domaine maritime. Alors là, dans le domaine maritime, c'est ça aussi qui a précipité un peu l'arrêt de Saint-Jacques, c'est là, ça devenait beaucoup trop compliqué. J'étais amené à travailler de nuit, de jour, le week-end, les jours fériés, enfin on savait pas trop, et je pouvais pas prévoir, enfin c'était très compliqué. Il s'est arrêté quand, ce groupe Saint-Jacques Tower Fugitive? Ou il a duré combien de temps, si tu préfères? Il a duré le temps du plaisir. On s'est bien fait plaisir. Et puis, je pense, j'ai commencé à travailler dans le maritime en 83, donc tu vois, et puis ça a dû durer peut-être 2-3 ans après, enfin quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus longtemps, en fait. On oublie vite. Est-ce que tu as une anecdote, un truc, un souvenir auquel tu tiens par rapport au Saint-Jacques Tower Fugitive? Quelque chose qui t'a marqué, un truc marrant qui s'est passé, j'en sais rien. Des trucs marrants, il y a eu que ça. Si tu devais nous en raconter un. Il aurait fallu que je fasse appel à ma mémoire, mais on avait été invités, c'était à Dourdan, je crois, et ils avaient fait l'erreur de nous inviter à dîner avant de faire le concert. On est arrivé plus d'1 heure après au concert. On avait passé une soirée. Non, c'était assez sauvage. On était. Ouais. Vous n'avez pas commencé le concert alcoolisé, j'espère. Disons qu'à l'époque, il n'y avait pas trop d'alcool test, donc ça allait mieux. Mais non, c'était. En fait, Saint-Jacques, ça a toujours été il n'y avait pas de prétention. Saint-Jacques, ça n'a jamais été un groupe où on avait la prétention de faire des choses. Alors ça se faisait, on avait des rencontres formidables, on a fait des trucs très intéressants, mais on a toujours fait ça en dilettante, c'était avant tout pour se marrer entre nous, quoi. C'était vraiment le but premier. Ça a été une belle aventure, une belle parenthèse dans une vie, quoi. Par rapport au répertoire de ce groupe, moi je suis toujours curieux du répertoire. C'était les influences des différents membres que vous mixiez. Chacun amenait sa patte, ses influences. On reprenait bêtement, à l'époque, de temps en temps, même carrément des séries des suites entières. Oui, complètement. On plagiait. On n'avait aucune retenue, on n'avait pas de honte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de leader, on était tous à donner ses sentiments, sa patte, ses envies. Et on mettait tout ça, on remuait un peu tout ça, et puis ça faisait des séries, ça faisait des concerts. À mon sentiment, il y avait pas on n'avait pas de plan bien défini. Vous répétiez régulièrement? C'était en fonction des disponibilités, de l'envie, de la présence des gens. Alain avait tendance de temps en temps à pas être là. Alain, c'était un rêveur, hein. C'était un doux rêveur. Alors donc, de temps en temps,
Ça m'est arrivé de temps en temps d'arriver au concert et comme on l'attendait, quoi. Hein. On se disait, j'espère qu'il va venir. Enfin, c'est ça qui faisait aussi que c'était très drôle. Non, c'était... ouais. Et en dehors de ce groupe, est-ce que t'as toujours participé à des sessions? Tu t'es jamais arrêté? Non, jamais vraiment, non. Jamais vraiment. Non. J'ai jamais fait ça très sérieusement, j'ai toujours fait ça pour... Moi, je pense que le gros intérêt de la musique irlandaise, c'est les rencontres. C'est vraiment la musique de rencontre. Hein. On va s'asseoir à côté de quelqu'un, on le connaît pas, on n'a jamais discuté avec lui, on sait pas qui c'est, on connaît pas sa vie, puis à la limite, je dirais presque qu'on s'en fout. Et pendant le temps de 2 heures de musique, on va se parler. En fait, c'est un dialogue musical. J'ai toujours pensé que c'était vraiment un dialogue musical. Et j'ai eu des grandes conversations avec des gens avec lesquels j'ai jamais parlé. Et c'est ça qui est bizarre avec cette musique-là. C'est assez particulier. C'est marrant, mais je l'ai pas ressenti, par exemple, dans la musique bretonne. La musique bretonne est formidable. C'est quelque chose de extrêmement sophistiqué, mais j'ai pas ressenti. Alors peut-être parce que moi, j'avais pas cette connaissance, mais j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti dans la musique irlandaise vraiment de ce dialogue, un vrai dialogue. Les instruments aussi s'y prêtent, et puis en plus ils se marient bien, les instruments se marient bien. Alors il y a un peu de difficulté, j'ai toujours trouvé difficile, et non pas au niveau qualité, j'ai toujours trouvé difficile par exemple de jouer à plusieurs guitares. Alors qu'en musique par exemple en old time, tu vas avoir un violoniste avec 5 guitares, et comment ils vont tous jouer la même chose, c'est plus compliqué parce que chacun met ses sentiments, son esprit, et de temps en temps, c'est un peu compliqué à ce que ça matche. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Avec le bouzouki, ça n'arrive pas, parce qu'on n'est pas dans les mêmes couleurs. En guitare, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai vu des musiciens, je me suis tu parce qu'ils étaient bien meilleurs, c'était bien plus intéressant, et dans la session, c'était bien plus intéressant de l'écouter que de... En fait, j'avais tendance à penser qu'on détruisait un peu justement le dialogue qui s'instaurait. C'est un peu compliqué. Pour moi, l'accompagnement, c'est moins rythmique que de soutien. Je pense que la mélodie irlandaise, de temps en temps, peut avoir des périodes un peu de silence, soutenir un peu ce silence-là, pour moi, c'est la quintessence de l'accompagnateur. C'est d'être là à ce moment-là. C'est être là justement pour amener la note qui va donner la couleur qui était nécessaire à bien envelopper tout ça, hein, le bonbon bien enveloppé d'un beau paquet. En parallèle de ta pratique en session ou en groupe, est-ce que tu as déjà enseigné la guitare? Non. Non, et je me verrais pas le faire, je serais un très mauvais professeur, ça j'en suis sûr. Ça, de toute façon, je sais déjà pas trop moi-même ce que je fais, hein, pour être très franc. Donc si c'était pour l'apprendre aux autres, ça serait très compliqué. Non, je suis pas bon là-dedans, je pense que je serais vraiment pas bon. Et participer à des festivals? En général, je suis pas trop dans les festivals. Okay. Ouais, je suis pas trop. J'aime bien les trucs en tout petit comité. J'aime pas les grands routes avec plein de monde. Je suis pas à l'aise. Donc en général, non, tu me parlais de Tocan peut-être. Exactement. Alors Tocan pour moi c'est pas un festival. C'est plein de rencontres. J'ai bien aimé. Tocan c'est l'Irlande mais avec du foie gras et du vin de Bordeaux. Donc, mais c'est un peu ça, quoi. On retrouve un peu l'ambiance. Et c'est ça qui m'a plu. Alors, des festivals, par exemple, en Irlande, j'en fais jamais, sauf un petit festival à l'Etterfrack, qui est à côté de Cliveden. Là, c'est pareil, c'est dans des bars, et puis Ennis, parce que je connais les gens, et puis que c'est un peu intime aussi. Mais sans quoi, je suis pas trop à l'aise dans ces grands festivals. Mais bon, Tocan, ça fait partie de ces endroits un petit peu privilégiés. Où la musique irlandaise reste vraiment dans cette intimité. J'ai jamais ressenti le besoin d'aller dans un festival. Je préfère aller dans un pub, ouvrir une porte et découvrir 2-3 musiciens, puis me dire tiens, ça serait sympa qu'on fasse un bout de chemin ensemble, 2-3 heures ensemble. Ça, c'est intéressant, ça. Et c'est un peu plus compliqué quand il y a plein de monde, hein, quand on arrive qu'il y a déjà une trentaine, une quarantaine de personnes qui vont jouer autour de 5-6 tables. Alors bon, je dis pas, hein, je l'ai déjà fait, mais c'est pas ce que je recherche. Voilà, c'est pas ce que je recherche. Selon toi, quel est l'état actuel de la musique irlandaise à Rouen? Ah bah, ça n'a jamais été aussi riche. Enfin, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de passionnés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les musiciens, c'est pas le nombre, mais c'est l'intérêt qu'ils portent à la musique. Et on voit des gens qui... De toute façon, on voit les gens, ils reviennent.
Et ça, et ils sont assidus, ils sont intéressés, ils progressent, on les voit progresser, on dit rien, on se dit tiens, lui, là, il a fait des sacrés... Moi, je t'ai vu commencer, hein. Je t'ai vu débuter. Hein. Donc, on voit bien la différence. Je t'ai vu aussi... Et ça, c'est plaisant. On voit les gens qui... et ça monte en qualité, et ça monte en intérêt aussi. Il n'y a pas que la qualité, quelque part, je dirais presque... À partir du moment où il y a le respect, à partir du moment où il y a l'intérêt, je dirais presque que la qualité est accessoire. C'est bien, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je trouve que l'implication, l'intérêt, l'amour, enfin c'est un peu un grand mot, mais le plaisir de faire est presque plus important que la technique. Il y a des gens qui vont avoir de la technique, mais un plaisir que je partage pas. Donc en ce moment, il y a plein de musiciens très intéressants. Donc oui, la musique irlandaise, elle se porte de mieux en mieux, et tant mieux, Et avec de plus en plus de gens, donc ça ouvre des portes et des fenêtres. Donc non, c'est très intéressant. T'es guitariste, donc je pouvais pas ne pas parler d'accompagnement. Ouais. On va parler un petit peu du rôle d'accompagnateur. Question basique, hein, selon toi, quel est le rôle d'un accompagnateur en session? Qu'est-ce que c'est la clé pour être un bon accompagnateur en session? Pour moi, l'accompagnateur, comme je le disais depuis tout à l'heure, et pour moi ça a toujours été mon leitmotiv, je pense sincèrement qu'on est en vraie conversation avec des gens. C'est-à-dire qu'on va écouter quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il me dit quelque chose et j'essaye de lui dire tu me dis ça, mais c'est plus un échange entre le soliste ou les solistes, avec l'ambiance qu'ils vont donner, et l'accompagnateur qui est là pour essayer de leur répondre. C'est un peu comme un jeu une conversation, une vraie conversation. Et pour moi, l'accompagnement, c'est plus ça que du rythme. Je suis pas du tout dans les accompagnements. Alors, il y a des excellents accompagnateurs qui sont très rythmiques, à jouer sur des accords pleins. Moi, je joue pas du tout comme ça. Mais ça, c'est complètement personnel. C'est pas du tout mon approche. Moi, j'ai une approche beaucoup plus de notes qui viennent pointer ça et là sur des mélodies. C'est ça qui m'intéresse plus. Est-ce que tu as déjà tenté des instruments mélodiques? J'ai essayé vaguement le banjo, bon c'est pas mon instrument. Alors j'avais fait du bouzouki pendant un moment, au début, enfin chez Saint-Jacques, j'ai joué du bouzouki et de la guitare. Donc ça se partageait presque moitié-moitié. Après j'ai laissé tomber le bouzouki. Mais donc en bouzouki, oui, il y a un petit peu plus de solo. Mais j'ai toujours été passionné par l'accompagnement. J'ai toujours trouvé que l'accompagnement, c'était quand même... Ça ouvre, disons que tu fais jamais la même chose, en fait, en accompagnement. Et ça, c'est intéressant. Tu te détaches de la mélodie pour essayer de lui apporter ce qui peut-être pas manquer, mais avoir besoin de soutien. Pour moi, l'accompagnement le plus significatif, c'est l'accompagnement de la batterie écossaise dans un bagad. Il n'y a pas une seule note, il n'y a que des rythmes. Alors c'est des rythmes qui viennent te donner des couleurs incroyables à une mélodie qui est déjà très riche. Et donc pour moi l'accompagnement c'est plus ça, c'est plus donner de la couleur, c'est colorer un peu l'environnement, plutôt que du rythme. Alors le rythme est derrière, c'est hyper important. Et justement tu parlais de donner de la couleur à la musique en session avec ton accompagnement. Comment tu sais quelle couleur tu veux donner? Tu dois faire preuve d'adaptation? Oui. Et si tu le fais pas, tu te plantes. Et ça m'est arrivé des centaines de fois de me planter, tu sais, dans des accompagnements, dans des sessions, parce que justement, t'es pas en phase avec le soliste. En accompagnateur, l'accompagnateur, malgré qu'il soit un peu, de temps en temps battu vu, il devrait pas l'être. On devrait toujours le plus possible en retrait. Moi, un jour, j'avais entendu, je sais plus qui m'avait dit ça, et je trouvais que il y a deux phrases qui m'ont intéressé. Récemment, il y a Conal O'Kane qui m'avait dit « J'ai compris vite que l'accompagnement, c'était de se dire « Si je joue du violon, qu'est-ce que je voudrais surtout pas que le guitariste fasse ?» Et je pense que c'est ça. C'est faire attention, avoir énormément de respect pour celui qui joue. C'est celui qui joue qui fait la mélodie. Toi, t'es toujours derrière. Et j'avais une autre personne qui m'avait dit l'accompagnement... Le meilleur accompagnement, c'est quand tu ne l'entends pas, mais que tout s'écroule quand il joue plus. C'est le Graal. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que le suc, ça devrait être d'arriver au moment où on se dit, au fait, est-ce qu'il a joué ? Et que chacun y a trouvé du plaisir, tu vois ce que je veux dire ?
Et je vous parlais tout à l'heure d'un accompagnateur qui s'appelle Pat Marsh, qui joue du bouzouki. Et lui, si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez-le. Alors lui, il met des notes de temps en temps. Il n'hésite pas, c'est un des seuls accompagnateurs que je connais qui va laisser des silences pas possibles. Alors on se dit, mais il joue plus. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il n'apporte rien, c'est pas la peine. Il va revenir plus tard avec quelques notes. Ça, là, il faut avoir une maîtrise totale pour arriver. Le silence, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de plus compliqué dans la musique que le silence. Savoir mettre des silences dans la musique, il n'y a rien de plus compliqué. Et une connaissance des morceaux également. Est-ce que tu dirais qu'en tant qu'accompagnateur, c'est important de connaître les mélodies? Oui. Oui, parce que justement, tu es en dialogue avec la... Donc, de temps en temps, t'en découvres, mais t'es jamais aussi bon que quand tu connais la mélodie. Parce que quand tu la connais, tu la maîtrises, tu sais... c'est parler de sujets qu'on connaît. Voilà. Alors, on peut parler de sujets qu'on connaît pas, ça peut être intéressant, mais d'une manière générale, c'est quand même plus intéressant de connaître un peu le sujet. Donc oui, connaître la mélodie, c'est quand même bien. Ce qui n'empêche pas... Alors ça, c'est encore la magie de la musique irlandaise, ce qui n'empêche pas qu'on peut faire de la musique sur des morceaux qu'on connaît pas. Et les découvrir au fur et à mesure. On va trébucher, on va même de temps en temps un peu se casser la gueule, hein. On va faire la note qu'il fallait pas, on va avoir des yeux un peu réprobateurs qui sont mérités parce que c'était pas du tout la note qu'il fallait. Mais bon, ça c'est un peu la découverte. Mais c'est aussi ce jeu d'apprentissage pendant le morceau, pour arriver à la fin à être à peu près en équilibre avec le soliste. En parlant de jeu, tu l'as dit toi-même, mais nous, on a aussi remarqué que tu avais un jeu particulier en session. Comment tu as forgé ce jeu? Pour être très honnête, je sais pas. Je sais pas. Ça s'est fait tout seul. Enfin, tout seul. Non, ça s'est pas fait tout seul. Il y a quelque chose... Alors, je suis passé par des... On passe tous par des phases. Je suis passé par des phases un peu plus... présentes. Enfin, vraiment des accords. À mon jeu, j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose, quoi. C'était... je préfère de beaucoup maintenant, plutôt plaquer des notes que des accords. Alors des notes, elles peuvent être en mini-accords, trois cordes en même temps ou des choses comme ça. Mais les accords pleins, c'est pas trop mon truc. Mais ça, c'est personnel. Hein. C'est pas du tout une critique vis-à-vis des autres. C'est vraiment. Je pense qu'il faut trouver sa voie, il faut trouver sa façon de faire, et puis essayer de la raffiner le plus possible, quoi, en fonction de ses capacités et puis de son imagination. C'est aussi un gros problème d'imagination. En général, c'est pas le travail, c'est l'imagination qui te manque pour faire des choses. Le manque d'imagination, alors ça, je vais faire une petite critique, le manque d'imagination de temps en temps, dans certains jeux de guitare, ça a été un peu à la mode, c'est de faire de l'accord dissonant. Se dire, tiens, je vais être original parce que je vais faire un accord dissonant. Ne faites pas ça. On peut faire de temps en temps une note dissonante, faire quelque chose, mais on arrive à des accompagnements où il n'y a plus que de la dissonance. Et je trouve que c'est pas du tout aider le musicien. Le soliste derrière, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'équilibre. Il n'a pas besoin de se faire déséquilibrer à longueur de temps comme ça. Donc, attention à ça. C'est très joli, mais à utiliser avec parcimonie. Alors, c'est comme les épices. Ça, c'est de l'épice. Il faut faire attention. Tu utilises quel accordage? Ah, normal. Moi, je suis dans l'accordage standard, le plus standard possible. Mon beau-frère qui est devenu, sur le tard, un extraordinaire guitariste. C'était un des plus grands guitaristes que j'ai pu connaître, Ted Ponsonby. Grâce à moi, j'en suis très fier. Il s'est remis à la musique irlandaise. Et il m'avait dit, pourquoi tu mets pas en drop D? C'est quand même mieux en drop D. Et alors moi, je suis parti du principe qu'il y avait des gens beaucoup plus intelligents que nous qui avaient créé un accord de base, et que celui-là, je m'y tenais parce que tous les accords étaient faits là-dessus, quoi. J'ai toujours trouvé que l'accord ouvert avait moins de couleurs que l'accord normal. L'accord ouvert, on va mettre le capot, mais on va recréer un peu la même couleur de jeu en déplaçant la note, quoi, en fait. Mais la note va rester toujours un peu la même. Et l'avantage de l'accord normal, c'est que les couleurs sont complètement différentes. Quand on joue un Fa, quand on joue un Do, quand on joue un Ré, il n'a pas du tout la même couleur. Et ce qu'on ne retrouve pas, parce qu'on est beaucoup plus en accord ouvert, hein, donc on est plus dans les cordes à vide, dans un accord. Et je me sentais mal à l'aise avec ça. J'ai essayé et j'ai pas été à l'aise. Ça, c'est très bien pour faire du solo, c'est très bien pour faire du picking, des choses comme ça, c'est très bien parce que ça évite des difficultés, ça permet de se concentrer sur la base de ce qu'on veut donner. Mais en accompagnement, je suis moins à l'aise. Mais bon, il y a des gens qui ont très très bien accompagné comme ça. Hein. Quel modèle de guitare tu joues? Nous, on a toujours vu en session avec des super belles guitares. Donc moi, j'ai commencé, la première guitare que j'ai eue, c'était une Sigma.
C'était Martin qui faisait ça, c'était des Sigma, je crois que c'était fait au Japon. Mais excellente guitare, hein, très très bonne que j'ai cassée. Je me casse tout, donc j'ai fini par casser la Sigma. Donc j'ai fait des économies, je me suis acheté ma Martin, la D18, que j'ai depuis des années. Alors elle a tout fait, elle a fait les pubs, elle a fait les soirées. Donc c'est un survivant. Celle-là, donc elle est de 75, je crois qu'elle est de 75. Et après j'avais une guitare, j'ai un très bon copain, un ami intime de Ted Ponsonby, qui s'appelle Fitz Howard, qui n'est pas du tout luthier à l'origine, mais qui est devenu un des meilleurs luthiers que je connaisse. Je confierais pas mes guitares à qui que ce soit d'autre que lui. Et il m'avait fait une guitare, une Howard, hein, une des très rares, parce qu'il en fait pas beaucoup. Et puis je me la suis fait voler, enfin bon. Et donc là, il a fallu que je trouve une guitare. Je pouvais pas rester comme ça avec cette impression comme ça de vide. Et j'ai cherché une guitare, donc je suis allé à Lyon pour acheter c'était une D35 collector Eric Clapton. Alors j'avais vu ça sur internet. Je m'étais dit tiens, je vais aller acheter ça. Donc je prends l'avion, je vais à Lyon et je vais acheter la D35. J'étais complètement déçu. Je trouvais que la guitare était à peine meilleure que la D18. Alors le type qui la vendait, c'était un magasin de musique ancien, d'instruments anciens, enfin un peu de collection. Puis je fais part un peu de ma frustration. Je suis pas. Il me dit j'ai autre chose à vous proposer. Il me dit je sais pas si ça va vous plaire, mais j'ai un truc à vous proposer. Alors il me montre une espèce de pelle, une petite guitare, toute petite guitare, ce qu'on appelle des parleurs là, en espèce de début de tentative de hardstop, enfin très bizarre. C'était une Gibson. Pas un son très puissant, mais alors un son, alors je me suis dit c'est pas possible, quoi. C'est vraiment la guitare qui est faite pour les sessions. Elle a un son, ce que j'appelle, ce qui veut rien dire, elle a un son de fût, elle a un son de vieux tonneau, un truc pas très net, pas très, un petit peu vieux, un petit peu éraillé, la voix éraillée, et ça elle est formidable. Alors donc ces deux guitares-là me permettent d'avoir deux couleurs complètement différentes, une couleur assez brillante avec la Martin, qui est un peu sonore, qui est joyeuse, et puis l'autre qui est beaucoup plus rude. La campagne, il pleut. Il pleut fort, comme en plein milieu du Connemara, quoi. Il fait pas beau. C'est l'autre guitare, la Gibson. Donc les deux sont vachement intéressantes. Quelle est ta vision de la musique irlandaise? Dans quel objectif la pratiques-tu? Moi, la vision de la musique irlandaise, pour moi, c'est... et je m'en suis aperçu très très vite. Pour moi, c'est le meilleur exemple de l'intelligence des petites gens. C'est formidable. T'as des types, ils sont rien du tout, c'est des fermiers. C'est le gars, il a sa ferme, puis en plus, c'est pas des grosses fermes, hein, le truc où le type, il est un peu miséreux. Et c'est un génie de la musique. Ils ont fait des compositions extraordinaires. Et la musique irlandaise, ça, c'est le meilleur exemple. On a Paddy Fahey ou des gens comme ça, des mecs qui ont fait des trucs extraordinaires. On n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études. Le gars, à la limite, il fait de la musique sans savoir que c'est un la ou un ré, ou ils vont te faire des mélodies. Et quand on voit le nombre extraordinaire de reels qu'il peut y avoir en ré ou en sol, on se dit, mais quelle imagination! Quelle imagination pour avoir continué comme ça à nous passionner. On écoute des morceaux, puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce morceau? Et ça, c'est extraordinaire, la musique irlandaise, pour ça. Et c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, ça n'arrête pas. On n'arrête pas de découvrir. Et pour moi, c'est les rencontres. Je pense que la musique irlandaise, c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens et de nouer des amitiés durables. J'ai rencontré Lise et Mirella, on en parle souvent, c'est mes deux grandes amies. Je les ai rencontrées, j'étais en vacances, c'était en 90. J'étais en vacances, on va à Cliveden dans l'après-midi, j'avais mon instrument avec moi, pas trop d'illusions, hein, Cliveden, c'est plutôt touristique, je m'attendais pas dans l'après-midi à voir quelque chose. Puis on va dans un pub, alors il y a le EJ Kings, les gens qui connaissent, qui fait le coin, qui a un peu le pub où il faut aller, puis il y en a un autre qui s'appelle, le Kings, mais c'est un plus petit. Puis là, à l'époque, en plus, il était un peu sombre, j'ouvre la porte, puis je vois deux gamines, 15 ans, en train de jouer, une au piano accordéon, et puis l'autre au violon, Je dis à ma femme, on va aller chercher ailleurs. Et la porte se referme. Et là, j'entends des notes. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ces deux gamines-là, en fait, étaient des génies. Elles sont complètement extraordinaires. Et donc, je les ai rencontrées. On a joué ensemble, on a fait la session. On ne s'est plus jamais quittés. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, par le biais de cette musique-là, on arrive à nouer des vraies amitiés à très très long terme. En fait, on se rend compte que ça a une vraie signification, quoi. On n'est pas juste dans un échange musical, on est, comme je te disais, c'est vraiment de la conversation. Et en fait, avant même de se connaître, on a conversé. Donc on n'a plus grand-chose à se dire, on se connaît déjà.
avec cette musique-là. Et ça c'est rigolo, ça. On rencontre des gens dans des bars, on a tous été des piliers de bar à discuter, mais on se renvoie le lendemain, on se parle pas. Alors qu'en musique, une fois qu'on a fait de la musique ensemble, on a eu ce vrai échange, ce vrai échange humain. Et ça, la musique irlandaise, pour moi, c'est ce que j'ai vu de plus complet. Elle a un bel avenir devant elle, alors, tu penses? Ouais, elle a un magnifique passé, un bel avenir, hein, parce que... et quand on se rend compte, parce que faut pas être grand clair, pour se rendre compte que la grande majorité des musiques qu'on écoute aujourd'hui ont une influence irlandaise extraordinaire. Hein. C'est entre la musique africaine et la musique irlandaise que tout s'est créé, le rock et tout ça. Hein. Tout tient de là. Donc en fait, c'est très profond chez nous. On n'en est pas conscient, mais c'est très profond. On a beaucoup d'influence. Et c'est pour ça que la musique irlandaise est écoutée facilement partout. Hein, on voit de la musique irlandaise en Afrique. Moi, j'avais vu une fois, à la télé, alors là, j'étais sidéré. J'ai vu qu'il y avait une école de pipe à Cuba. Mais attends, Cuba, avec Castro, puis je te parle de ça il y a une vingtaine d'années, donc on n'était pas dans l'ouverture, et il y avait une école de pipe. C'est-à-dire que tu vois de la musique irlandaise partout, mais absolument partout. Les Japonais sont passionnés de musique irlandaise. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un musicien ou une musicienne qui découvre la musique et qui est en train de s'y mettre, la musique irlandaise? Être une éponge. Je pense que le meilleur truc, c'est d'être une éponge, c'est d'écouter. Et puis pas hésiter surtout à faire des erreurs, mais surtout rechercher à les corriger. Je pense que l'intérêt de faire de la musique, c'est toujours chercher à corriger ses erreurs. Parce que les erreurs, on en fait tous, donc il ne faut pas avoir honte d'en faire. Il y a des gens, ils ne veulent pas jouer. On entend de temps en temps des gens qui disent « Ouais, j'ose pas aller dans la session. » Bien sûr qu'il faut y aller dans la session. Par contre, il y a un truc qui n'est pas dit, qui est c'est une règle qui est non dite, mais qui est extraordinaire et que j'ai découvert très rapidement et à laquelle j'adhère complètement, c'est c'est une école de respect aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas te le dire, mais on va te jeter des regards si tu te comportes mal. Au début, on est en dehors du cercle, on apprend. Et petit à petit, c'est les gens du cercle qui forment cette session, qui vont te laisser entrer. Donc il ne faut surtout pas hésiter à jouer, mais il ne faut surtout pas s'imposer. Il n'y a rien de pire dans une session que quelqu'un qui se ramène, qui bouscule un peu tout le monde et qui se met là. Et c'est pour tout le monde pareil, même les bons musiciens. J'ai vu des très bons musiciens qui venaient dans une session, ils ne se mettaient pas d'entrée on y vient petit à petit. Et surtout quand on apprend. Alors quand on apprend, on peut très bien mal jouer, des gens ne jouent pas fort, c'est pas la peine de jouer fort pour gêner les autres si on joue mal, mais on peut quand même jouer. On joue tranquillement, on apprend, puis petit à petit, on va jouer un petit peu plus fort, on va un peu plus imposer sa présence, on l'impose pas, on l'amène, hein, on amène sa couleur, mais c'est ça, c'est une école aussi de modestie, et puis d'écoute et de respect, il faut respecter un petit peu ce qui se fait, et puis respecter un petit peu aussi le boulot des autres, c'est-à-dire que si le gars, il s'est emmerdé pendant des jours à apprendre le morceau et que tu lui ruines en 30 secondes, c'est pas sympa, donc il faut faire attention. C'est un truc où il faut essayer de faire attention aux autres. Alors quand on est parti, on est tous pareils, hein. Je dis ça, une fois qu'on est parti, on s'écoute soi, on part dans un truc, et puis on oublie. Mais de temps en temps, faut... Et c'est ça qui est fascinant avec la session, c'est qu'on joue tous, on se réunit tous à la fois pour jouer ensemble, mais aussi pour nous, pour jouer individuellement. Alors on se laisse aller, ça c'est naturel. Il faut que chacun trouve son plaisir personnel et collectif. Ouais, donc ça peut arriver qu'on se laisse un peu aller et qu'on soit trop présent ou pas tout à fait dans la couleur, justement, on parlait de couleur. Et ça peut arriver qu'on soit dans des sessions et t'es pas tout à fait en phase. Bon, ça arrive, c'est pas non plus dramatique, mais il faut essayer quand même de le constater, de l'analyser et si on peut le corriger. Enfin voilà, mais des conseils à donner, non, moi j'ai pas de... C'est déjà pas mal. Voilà, Parfait, et merci beaucoup Jérôme pour ton temps. En plaisir. Et puis à bientôt en session. À bientôt en session, voilà, ok.